La sonnerie venait de retentir. Les élèves du cours de droit international s'installaient calmement, encore absorbés par les discussions de la pause. Le professeur Lemoine entra. Comme à son habitude, d'un pas assuré, sans un mot. Il balaya la classe du regard, s'arrêta net, puis fixa un élève assis au deuxième rang. « Monsieur Delaunay, veuillez ramasser vos affaires et quitter la salle immédiatement. Je ne veux plus vous voir dans ce cours. » Un silence glacial tomba sur la pièce. « Pardon, monsieur ? Qu'est-ce que j'ai fait ? » « Votre présence ici n'est plus souhaitable. Vos questions ne changeront rien. Sortez !» Il regarda autour de lui, perdu. Personne ne bougeait, aucun regard ne croisait le sien. Juste des visages tétanisés. « Mais je comprends pas, j'ai toujours participé avec respect, j'ai rendu tous mes devoirs. » « Cela n'a pas d'importance. Dehors !» La gorge nouée, il se leva lentement, attrapa son sac, jeta un dernier regard vers ses camarades, espérant qu'au moins une voix s'élèverait. Puis franchit la porte en silence. Le professeur attendit que la porte se referme, puis s'approcha du bureau. « Commençons le cours. Dites-moi, qu'est-ce que la justice ? Et où commence réellement l'injustice ?» Personne ne répondit. Il poursuivit. « Est-ce que respecter la loi suffit pour être juste ? Quand l'autorité ordonne une injustice et que personne ne s'y oppose, que devient la justice ?» Les élèves semblaient mal à l'aise, quelques-uns évitaient son regard, d'autres tentaient de comprendre ce qui venait de se passer. Ce que vous venez de voir n'était pas réel. Paul était au courant. Mais votre silence, lui, l'était. Je suis votre professeur et j'ai volontairement commis une injustice. Et aucun d'entre vous n'a réagi. Pourquoi ? Par peur ? Par passivité ? Comprenez ceci. Aujourd'hui, ce n'était pas vous. Mais demain, ce pourrait l'être. Et si vous avez accepté que l'injustice frappe quelqu'un d'autre sans rien dire, vous avez déjà commencé à en être complice. Il prit une craie et écrivit lentement au tableau « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le regardent sans rien faire. » Albert Einstein. Et toi, qu'aurais-tu fait ? Aurais-tu parlé ? Aurais-tu baissé les yeux ? Salut Samir. Salut Julien. Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La Systémique du Bonheur. On te retrouve avec un nouveau sujet aujourd'hui. On va te parler de cette notion que le mal triomphe quand le silence règne. Je sais pas comment tu as réagi à cette petite histoire que Samir nous a préparée au départ et justement ce que ça amène. Alors, peut-être que tu t'es dit que toi t'aurais réagi, que t'aurais fait différemment. Mais en fait, personne n'est à l'abri de ce genre de mécanisme. Et Samir, on replacera le lien de la vidéo, justement, que j'avais faite il y a quelque temps. Un long format que j'avais mis sur YouTube sur justement cet effet que pendant qu'il y en a qui se révoltent, il y en a d'autres qui ne font rien et de comprendre un peu plus les mécanismes psychologiques qui sont en arrière de cette situation-là. Exact, donc voilà, on va te parler de ça aujourd'hui, puis on va mettre de la nuance aussi. Ah, la cafétéria, c'est celle-là. C'est ça, exactement. C'est cool. De mémoire, c'était sur celui-là. Oui, donc voilà, donc effectivement, tu as bien fait de le mentionner et je crois qu'il y avait eu des réactions à cette vidéo-là de personnes qui disent non, tu dis n'importe quoi, j'aurais fait autrement, etc. Oui, moi j'ai déjà souffert, ça n'arrivera jamais, je ne prendrai jamais ce chemin-là. Ouais. D'accord. Ouais, d'accord. Ouais. Si tu te fais suffisamment confiance et suffisamment confiance à tes propres biais pour croire que tu tomberas pas dans le piège, c'est ça. Grand bien te fasse. Ah, tu peux être aussi courageux que tu veux, tu peux faire quoi que ce soit, il suffit que il y a certaines conditions qui soient réunies, mais de toute façon on va en parler, qui vont faire qu'à un moment ou l'autre tu vas tomber toi aussi dans le piège, donc dans le piège de l'autoritarisme Absolument. Aussi. Donc Julien, peut-être c'est moi. Pour commencer ce podcast, on va commencer à parler de qu'est-ce qui peut pousser au silence face à l'injustice justement, parce qu'il y a un ensemble de mécanismes psychologiques, de comportements, d'habitudes, etc. qui viennent comme ça se mettre dans la machine et qui font que en fait au bout d'un moment on peut assister à une injustice et ne rien dire. Complètement. Alors la première chose dont je voulais parler moi, c'était la peur. La peur, c'est un mécanisme qui est naturel, d'accord ? C'est un mécanisme de survie également. Si on n'avait pas peur, malheureusement en fait on ne survivrait pas très longtemps parce que
on prendrait des risques inutiles, d'accord? Complètement. On se confronterait à des choses face auxquelles qui pourraient être dangereux également pour nous. Par exemple, tu sais On très mettrait bien que la si tête tu dans le mets four pour se sécher les cheveux, par exemple. totalement, par exemple, effectivement, ou on pourrait par exemple mettre la doigt dans la prise pour avoir un peu de peps, tu vois, par exemple, je sais pas, Pour se dynamiser le matin. pour se dynamiser, ouais, ou se dynamiter, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, la peur, c'est un mécanisme qui est naturel. Par contre, le truc, c'est que quand ça nous contrôle, bah là, en fait, ça va amener un ensemble de comportements qui vont être négatifs, qui vont pas être aidants. La peur, comme je disais, pourquoi c'est positif? Parce que je te donne un exemple. Tu es en train de traverser la route. Tu vois une voiture qui arrive à fond. Ton corps va commencer à sécréter certaines hormones, de l'adrénaline par exemple, ce qui va faire que ton cœur va commencer à battre beaucoup plus vite, le sang va aller beaucoup plus rapidement dans les muscles et tu vas avoir la capacité de t'échapper de ce danger-là très rapidement. Et très souvent, même les personnes qui vivent quelque chose, vivent un danger et expriment cette peur-là, disent que tout ralentit. D'accord? Souvent, ouais, ça arrive. C'est ça. Ça, en fait, c'est ce que la peur nous amène. La peur, c'est un mécanisme de survie qui est positif dans beaucoup de cas, d'accord? Mais aussi quand malheureusement, en fait, on ne maîtrise pas ça, qu'on peut rentrer aussi dans certains mécanismes, de certaines mauvaises habitudes, à ce moment-là, c'est la peur qui nous gouverne. Et là, malheureusement, la peur, elle peut nous amener à prendre de très mauvaises décisions, voire même parfois par survie, on peut en arriver à faire du mal à quelqu'un parce qu'on estime que notre survie est menacée, alors que c'est pas forcément le cas. Donc, tout à fait. Juste, je vais revenir à ce que je disais parce que je me suis un peu écarté, mais une des choses qui fait que justement la peur peut influencer le silence face à l'injustice, ça peut être la peur du rejet par le groupe. On a dit que l'être humain est un animal social, on l'a répété, mais ça va revenir parce que c'est quelque chose qui fait partie de notre vie. C'est quand même très important, ouais. C'est ça, c'est très important. Et par peur d'être rejeté par un groupe, très souvent on peut garder le silence. Parce que si je dis quelque chose, je vais être mis en marge. On va me critiquer, on va me juger, on va me mettre dans une case. Et du coup, en fait, je ne serai plus accepté par le groupe et je vais finir seul. Donc ça, c'est un des trucs qui peut justement, une des choses qui peut influencer justement le fait que la peur peut nous pousser au silence. Il y a la peur de l'autorité également. La peur aussi des représailles qui peuvent découler de cette autorité-là, qu'elle soit directe ou indirecte. C'est pareil, la peur de l'autorité vient de certains biais psychologiques, Julien, qui font que quand on est face à une personne d'autorité ou qui a une certaine légitimité, en fait, quand on ne connaît pas ce biais-là, on va se soumettre à cette autorité-là ou à cette personne. Complètement. Fait que ouais, la peur va effectivement jouer une grande part. Et tu vois, c'est marrant parce que en ce moment, on est en train de retravailler sur notre formation, justement sur les émotions, sur le stress. On rentre beaucoup plus en profondeur et on insiste bien pendant ce cours sur le fait que certaines émotions, certains affects, quand ils sont actifs, en fait, c'est plus de l'ordre de la logique ou de la pensée, c'est de l'ordre de l'automatisme de réaction. Et en fait, c'est là où tu ne choisis pas. C'est ton système qui va choisir pour toi, sauf si tu l'as préparé avant, si tu l'as entraîné, si tu lui donnes en fait des stratégies pour qu'il puisse progresser dans la bonne direction. Et d'où cette importance, nous, qu'on donne et l'accent qu'on met sur la compréhension des stratégies cognitives et de l'accompagnement des stratégies cognitives même pour nos clients. C'est vraiment important de pouvoir justement aller de l'avant là-dessus, en gardant en tête que c'est pas juste la volonté de oui, t'as peur, mais en même temps tu pourrais ne pas prendre cette décision. Non, en fait, quand t'as une émotion qui prend trop de place, t'as ton cerveau limbique qui boucle et t'es plus en mesure de prendre d'autres décisions que les automatismes en fait que ton système t'impose à avoir. Donc après, c'est aussi des raccourcis. On va pas parler de ça parce que c'est pas le sujet, mais c'est juste pour remettre un peu en perspective aussi que c'est pas toujours un choix conscient et volontaire que d'agir comme on le fait. Ça n'excuse pas, d'accord, ça ne justifie pas, mais c'est de comprendre qu'il y a des facteurs derrière qui sont aussi à prendre en compte. Quand tu parlais de la peur, justement, ce que ça m'amenait, c'était le conformisme social. En fait, il y a plusieurs études qui ont été faites et ça s'observe encore aujourd'hui. En fait, on attend de savoir comment les autres vont réagir, ce qu'ils vont faire, pour ensuite se décider à agir ou pas. Et si malheureusement tout le monde se regarde en chien de faïence, il y a personne qui fait rien. Parce qu'en fait, si on se dit que si personne ne bouge, c'est soit parce que c'est normal, soit parce qu'on est le seul à voir le problème,
soit parce que ça représente un danger trop important, et que du coup, c'est pour ça que personne n'y va. Et en fait, l'inaction collective, ça vient comme remplir un besoin de validation qui est en nous, et qui va s'activer tout seul sans qu'on le demande. C'est ce qui fait que, parfois, toi qui nous écoutes ou nous regardes, peu importe, tu as peut-être déjà eu l'occasion de voir des vidéos passer. Alors c'est des vidéos qui sont montées de toutes pièces, mais où tu vois des enfants se faire enlever, tu vois des gens se faire agresser, tu vois des gens qui se font insulter, puis il y a personne qui réagit, mais tout le monde regarde. En fait, c'est pas parce que ces personnes-là sont des mauvaises personnes qu'elles n'interviennent pas. Ouais. C'est parce qu'en fait, ça crée un phénomène qui vient mettre en confrontation la carte du monde qui est présente. On s'en tient à ce que l'environnement semble nous dire de faire et comment on doit réagir, que si quelqu'un réagit, on réagira ensuite, et si personne ne réagit, on continue notre chemin et on fait comme si de rien n'était. Donc il y a ce conformisme social qui joue, et on en avait déjà parlé, Samir, mais ça peut aussi expliquer pourquoi il y a tant de gens qui s'engagent parfois dans des mouvements ou dans des groupements qui vont avoir des agissements qui sont très néfastes pour la société, mais qui à la base, si tu les prends individuellement, peut-être qu'ils défendraient même pas ces idées et qu'au final, ils savent même plus trop pourquoi ils ont commencé à rentrer dans ce mouvement-là. Ouais. Fait encore une fois, ça n'excuse pas, on est tous responsables de ce qu'on fait et de ce qu'on fait pas. Mais on se rend compte aussi que notre cerveau, notre système nerveux tel qu'il est construit, fabriqué, conçu, il nous aide pas toujours à faire les meilleurs choix. Et l'avoir en conscience, entre autres avec ce qu'on t'apporte aujourd'hui aussi, ça va te permettre d'éviter de tomber dans ces pièges trop facilement pour la suite. Ouais. D'ailleurs, tu vois ce que tu dis là par rapport au conformisme social, ça me fait penser une fois à un reportage que j'avais vu où c'était une jeune fille qui faisait partie de mouvements d'extrême droite, en fait, avec des skinheads, etc. Elle en est sortie avec le temps, quand elle a pris un peu plus de maturité. Et en fait, elle expliquait justement que ce qui l'avait poussée à cette époque-là à faire partie de ce groupe-là, c'était l'exclusion. Elle était seule, elle se sentait seule, etc., exclue, isolée. Et en fait, les seules personnes à ce moment-là qui lui ont donné un petit peu d'attention, qui lui ont donné en fait l'impression d'exister, c'était des personnes qui faisaient partie de ces groupes-là. Donc vu qu'elle se sentait valorisée, vu qu'elle se sentait faire partie d'un groupe, qu'elle se sentait elle se sentait plus seule en fait, elle avait trouvé une nouvelle famille. En fait, elle a fini par accepter au final petit à petit ces idées-là comme pour venir répondre à ses besoins. Et ce que tu dis là, par exemple, c'est aussi parfois on s'en rend pas compte. On peut prendre l'exemple du terrorisme, tu vois, un exemple qui pique. Je sais quand on l'entend comme ça va piquer. Ça excuse pas ce que les gens font, d'accord? Mais c'est toujours les mêmes mécanismes qui se répètent. Que tu viennes d'un groupe néo-nazi, que tu viennes d'un groupe terroriste, que tu viennes de... Peu importe en fait. Souvent aussi, tu retrouves dans ces groupes-là des personnes qui sont rejetées, exclues, seules. Qui sont en souffrance, parfois, ouais, tout à fait. Ouais, parfois mis au banc de la société aussi. Quand l'État t'exclut, au bout d'un moment, tu peux chercher une autre famille, tu peux chercher un autre moyen d'exister. Et malheureusement, il y en a certains qui vont dans ce genre de choses-là, puis après, ils se retrouvent dans une espèce d'engrenage où parfois ils ne peuvent même plus sortir, d'accord? Et ils en arrivent à faire les pires choses. Ça n'excuse pas. Ils sont responsables de leurs actes. Ça, il y a aucun doute là-dessus. Mais aujourd'hui, quand on observe, en tout cas, on utilise la systémique, ce que nous on enseigne aussi à l'institut, ça nous permet de voir le monde autrement. On peut aussi se dire, regarde, en fait, il y a eu un cheminement. Et peut-être que cet individu-là, si on avait été capable, dans ce cheminement-là, à un moment ou l'autre, de voir le malaise, de l'avoir compris, peut-être qu'il n'aurait pas pris ce chemin-là, ou peut-être même qu'on aurait pu, peut-être pas, mais peut-être même qu'on aurait pu, à un moment ou l'autre, l'aider à sortir, en fait. C'est pareil, tu sais, quand tu vois ici aux États-Unis, mais après je vais arrêter de donner d'autres exemples, mais une fois j'avais vu une campagne de pub qui décrivait, c'était du génie cette campagne de pub, Julien. En fait, c'était une campagne de pub la caméra se focusait uniquement sur les élèves heureux à la classe, etc. Donc il y avait 2-3 protagonistes en fait qui venaient à l'école, qui mangeaient ensemble, une superbe histoire d'amour et tout ça. Donc la caméra, elle arrive et puis à la fin, il y a une fusillade dans l'école. Et en fait, le truc, il revient en arrière. La vidéo, elle revient dès le début. Et en fait, on se rend compte qu'au second plan, il y avait un étudiant qui était harcelé, qui était isolé, qui regardait des vidéos d'armes sur Internet, sauf que personne le voyait en fait.
Et tu voyais le cheminement aussi de cet élève qui était en train de préparer son coup, qui vivait une souffrance intérieure et qui, à la fin, en arrivait justement à prendre la vie des autres étudiants. Donc c'est en fait ça qui est important. Le monde n'est pas blanc ou noir. C'est ça qui est important. C'est que derrière, c'est des mécanismes, et ces mécanismes, je le dis vraiment haut et fort, on est tous capables de tomber dedans si on ne fait pas attention. Vraiment. Moi, ouais, complètement. Et tu vois, ça me fait penser à plusieurs choses. Ça me fait penser à cette tendance qu'on retrouve de plus en plus dans le cinéma, où on expose de plus en plus les méchants des histoires, et on nous montre comment est-ce qu'ils deviennent méchants. Ouais. Parce que à la base, c'est une personne qui est en souffrance. Tu deviens pas méchant par nature. Tu es en fait construit par ton environnement et par ta société. Après, bon, il y a toi qui est responsable de ce que tu fais, des choix que tu fais. Attention, mais c'est de voir que c'est une problématique systémique. Et qu'en fait, un gouvernement qui part en croisade contre des terroristes, contre des groupuscules extrêmes, etc., c'est de voir aussi que, en fait, t'as contribué par ce que t'as fait, par tes choix, par ton positionnement, par ton ignorance de certains points qui étaient complètement en angle mort ou que tu as vu, mais que t'as dit je m'en occupe pas, t'as aussi été responsable, en fait, de la création de ces mouvements-là, du déploiement de ces réactions-là. Alors, on peut certainement pas tout prendre en charge. C'est ça. Je sais pas si un jour on sera en mesure de s'occuper de tout le monde, de tous les critères, de tous les besoins, de toutes les attentes de tout le monde pour que ça n'arrive plus jamais. J'en doute, parce qu'il y a tellement de choses qui nous appartiennent à nous et qui se font à l'intérieur de nous que, de toute façon, l'extérieur n'a pas d'emprise là-dessus. Mais c'est toujours intéressant de voir justement ce côté systémique. Et tu parlais des terroristes, faut quand même pas oublier que les plus grands chefs terroristes qui ont existé à date sont en fait des personnes qui ont été formées par les gouvernements et les institutions qui partent justement en croisade contre eux. Fait qu'à un moment donné, c'est de te dire, il y a quelque chose qui marche pas dans votre système, les mecs, là. Il y a quand même effectivement tout il y a quelque chose qui va pas. Qu'on ignore, c'est qu'on prend position sur des choses qu'on ne connaît pas, parce que la géopolitique, c'est des choses qu'on ne comprend pas. C'est très complexe. Il y a des histoires d'intérêt, il y a des histoires d'argent, il y a des histoires de trucs, et ça, en fait, on ne sait pas toujours ce qui se passe, et parfois on est là et on dit regardez, nanana, c'est eux les méchants. Bah oui, mais peut-être que aussi vous faites partie aussi des méchants, parce que il y a eu aussi quelque chose. Mais effectivement, c'est des choses qui nous dépassent. Mais c'est ça, nous en tant que personne, la politique, c'est quelque chose qui nous dépasse, on n'a pas du tout de pouvoir là-dessus, d'accord? Mais nous, on peut se focaliser. Direct, en tout cas, c'est ça. Nous, on peut se focaliser sur notre propre personne et sur l'impact qu'on peut avoir directement sur la société. Et c'est ça. Si on a une personne en face de nous qui est en souffrance, et encore une fois, on peut pas tout gérer, d'accord? Mais qu'on comprenne que si on a une personne en face de nous qui en arrive à vriller, il y a eu des ensembles de choses qui se sont passées sur le chemin et qui a poussé en fait cette personne à vriller. L'acte n'est pas excusé, mais on comprend que si on avait pu agir à un moment ou l'autre sur un des facteurs, ça se serait pas passé. C'est pas la personne qui est mauvaise, c'est tout le truc qui l'a poussé. Tu vois. Tout à fait. Donc voilà. Donc peut-être je vais réavancer sur la suite. Il y a aussi le besoin d'appartenance. J'en ai parlé un petit peu par rapport à la peur. Ouais, c'est ça. Voilà, donc voilà, c'est un besoin naturel qui est profond de faire partie d'un groupe. Et du coup, voilà, si tu te démarques, si tu fais les choses différemment, en fait, malheureusement, tu risques d'être exclu. D'accord? Tu ne fais plus partie du groupe, tu fais plus partie de la société, tu fais plus partie de. Complètement. Et ça, c'est valable dans tellement de sphères différentes. Fait que, il y a les mécanismes de défense qui sont à prendre en compte aussi. Ouais. Parce que, en fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent se produire dans ce genre de cas. D'abord, il y a la dissociation, qui est un moyen qui est efficace. On fait comme si on n'avait rien vu, on prend de la distance, on ne ressent pas d'émotion, on se détache, on y va avec de la logique pure, ce qui fait que on est tellement peu affecté finalement que on passe à autre chose. Il y a la déresponsabilisation. C'est pas à moi d'intervenir. Quelqu'un d'autre le fera. C'est pas mon problème, c'est pas à moi de le gérer, c'est pas ma responsabilité. Bon, je te dirais que celui-là, moi, il vient me chercher un peu plus comme mécanisme. Parce que quand tu marches dans la forêt ou sur la plage et puis que tu vois une poubelle qui traîne par terre, qui a rien à foutre là, que ça pollue la nature, par exemple, et que tu te dis, de toute façon, je veux pas le ramasser, c'est pas le mien.
Ouais, mais c'est aussi un peu l'environnement que tu partages avec d'autres. Ça prend quoi de te pencher puis de le ramasser? Donc, tu sais, c'est aussi de voir, oui, je me déresponsabilise parce que ça me met inconfortable émotionnellement. Maintenant, tu peux aussi prendre conscience qu'il y a des choses que tu peux faire différemment. Il y a la minimisation. C'est pas si grave, hein. Finalement, bah, si la personne vit ce qu'elle vit, c'est un peu de sa faute, quoi. Hein, regarde, si elle avait pas mis une jupe aussi courte, elle serait pas fait violer, par exemple. Hein, un exemple comme ça, pris au Malheureusement, ouais. hasard. C'est un exemple. Bon, Attention. ça permet de relativiser. Tu peux faire la même chose avec la bande de Gaza, tu peux faire la même chose avec les Ukrainiens. S'ils avaient pas fait ça, Ouais. en fait, ils vivraient pas ça, ils subiraient pas ça. C'est peut-être qu'ils l'ont cherché, c'est peut-être que. Bon, voilà. Donc, c'est des mécanismes qu'on utilise. C'est normal qu'ils soient utilisés. Est-ce que pour autant il faut les valoriser, leur donner plus d'importance? Non. C'est plus les comprendre en fait. Comprendre que ces mécanismes-là vont s'activer malgré nous. Et si on n'est pas un minimum vigilant, bah on va être le gros con d'à côté pour plein d'autres personnes parce que bah en fait on n'aura pas réagi, on n'aura rien dit, on n'aura pas nommé quoi que ce soit, on n'aura pas décidé de prendre position. Et bon, faut pas s'en vouloir non plus si on le fait pas à un moment donné. Mais Ouais. si on s'en rend compte en cours de route, c'est bien aussi peut-être de corriger et de changer d'avis et de changer de posture et de changer de place pour dire finalement j'aurais peut-être dû, tiens finalement je pourrais peut-être commencer à parler de ça parce que ok on subit nos automatismes mais on peut aussi reprendre la maîtrise d'une bonne partie si on fait attention. C'est exactement ça, ouais. C'est important de le garder à l'esprit. Et peut-être que, du coup, moi, je vais passer sur un autre mécanisme. Une autre chose qui pourrait provoquer ça, c'est aussi l'égoïsme. On a fait un podcast sur l'égoïsme. On a dit que c'était pas quelque chose de foncièrement mauvais parce que il y a les extrêmes, d'accord? Les extrêmes sont pas bons. Donc, pas du tout d'égoïsme. C'est être la chiffonnette de tout le monde, hein, d'accord? C'est de s'oublier complètement et d'être utilisé par tout le monde et de faire tout et n'importe quoi. Être dans Mhm. l'égoïsme extrême, bah c'est pas bon parce que du coup tu penses qu'à ta gueule et t'en as strictement rien à faire des gens qui sont autour de toi et qui peuvent souffrir. Et le Tout à juste fait. milieu, ce serait peut-être une espèce d'égoïsme altruisme. Je sais pas, je donne ce nom-là, Julien, mais c'est je me prends en considération parce que c'est important aussi que je me prenne en considération et que je m'écoute. Mais en même temps, je prends en considération que je ne suis pas le centre du monde et qu'autour de moi, je fais partie d'un écosystème. D'accord? Mhm. Donc c'est juste ça, c'est de trouver ce juste milieu. Mais là, quand je parle d'égoïsme, je parle vraiment de l'égoïsme extrême. En fait, c'est bah, des personnes qui se diraient, bah écoute, si l'injustice me touche pas directement, bah c'est que c'est pas mon problème, quoi. C'est le problème de quelqu'un d'autre. Moi, j'ai pas envie de me prendre la tête. Et ça, c'est pareil, hein, ça peut être aussi une réaction de défense ou un mécanisme de défense, en fait, qui permet de se protéger de ce qui est en train de se passer. C'est un peu comme si ce qui se passe quelque part va nous affecter, mais notre système Mhm. va trouver le moyen de détourner en fait le malaise, si tu veux, en passant par ce mécanisme-là. Et bah, ça permet aussi à la personne d'être un peu plus dans le déni quelque part. Mais en fait, le truc, c'est que ce que tu te rends pas compte, c'est que quand tu passes par ce mécanisme-là, ok, tu fais l'autruche, tu dis ok, c'est pas mon problème, mais un jour ou l'autre, ça sera ton problème. Parce que se taire face Mhm. à une injustice, c'est lui permettre de perdurer et de prendre encore plus d'ampleur, et un jour ou l'autre, ce sera toi le prochain. Ça va finir par te retomber dessus. Ouais, Tout à fait. Tout c'est à ça. fait. Bah, en parlant de ça, d'ailleurs, tu vois, il y a un autre point qui est à prendre en compte, c'est aussi toute l'éducation qu'on a eue. Parce que parfois, bah, on nous apprend à ne rien faire, à ne rien dire. Ça te regarde pas, tu dis rien, t'interviens pas, tu te tais, tu restes sage, tu restes dans ton coin, tu fais pas de vagues. Bon, bah, ok, c'est un apprentissage, peut-être que toi t'as eu, qui nous écoute, peut-être que tu l'as pas eu. Peut-être qu'au contraire, on t'a appris à monter au créneau et à exprimer des choses et affirmer des choses et à défendre des points de vue, ce qui est possible aussi. Est-ce qu'il y a une meilleure version qu'une autre? Bah, sur le papier, c'est peut-être mieux effectivement de s'affirmer et d'amener des choses, mais ça fait peut-être pas partie de tes valeurs, ça fait peut-être partie aussi des peurs qu'on t'enseigne, d'accord, de l'incompétence acquise, l'incompétence à intervenir, à prendre la parole, à t'affirmer, que tu as acquis justement grâce à, ou à cause de cette éducation. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte de comprendre qu'il y a tout un tas de facteurs qui rentrent en compte et tu peux pas juste juger quelqu'un
en disant ouais mais toi de toute façon cette injustice là elle te fait pas réagir, tu dis rien, tu t'affirmes pas, ça veut dire que t'es d'accord avec. Bah pas nécessairement, et qu'il y a bien plus que la simple volonté de s'exprimer et de réagir qu'il y a derrière, et qu'il y a tellement de freins entre je suis pas d'accord et je l'exprime ouvertement, je le dis et je l'affirme. Il y a des choses qui existent entre les deux et t'as pas le contrôle sur tout ça. Bah d'ailleurs, Julien, c'est intéressant. Bah là, ce que tu amènes, l'impact de l'éducation, parce que bah moi, ça me rappelle quelque chose. C'est moi, l'injustice, elle vient me chercher très profondément. Ça amène de la Mhm. colère, surtout quand ça concerne les autres. Tu vois. Moi, je peux Ouais. patienter, je pouvais patienter en tout cas, mais par contre, vis-à-vis des autres, je ne le supporte pas. Une fois, ce qui s'était passé par rapport à l'éducation reçue, c'est que devant chez moi, il y a une école. Quand j'étais à Roubaix, devant chez moi, il y avait une école. Et en fait, un soir, il y a des personnes qui ont essayé de cambrioler. Donc, il y avait des jeunes qui étaient en train de mettre des coups de pied dans la porte pour rentrer dans l'école, etc. Et j'ai entendu, je regarde, je fais, on appelle la police. Donc, je prends le téléphone pour appeler la police. Et il y a ma mère, bah, justement, ça vient peut-être certainement un peu de l'éducation, qui me dit, non, n'appelle pas la police, raccroche. Et je fais, pourquoi? Et elle me dit, parce que sinon, on va avoir des problèmes. J'ai pas Mhm. envie demain que la police vienne et qu'on nous repère et puis qu'après, ben, peut-être qu'on va s'en prendre à nous, tu vois. Et moi, tu Mhm. sais, je discute avec ma mère et je fais, mais tu sais que ce que t'acceptes pour l'école, demain, si jamais nous, on se fait cambrioler et que quelqu'un voit, ne te plains pas si la personne n'appelle pas la police. Tu sais, ça rien dira, personne n'a rien fait. Parce que si toi, tu ne Tout à fais fait, rien ouais. pour cette école, si nous, on ne fait rien pour cette école, bah, si demain, nous, on va être concernés, faut pas se plaindre de se Mhm. dire, ah, tout le monde a vu, personne n'a fait. Tu vois? Mhm. Et ça, en fait, effectivement, bah, ça peut être aussi le fruit d'une éducation, mais aussi peut-être de l'histoire, de choses qui ont été vécues par le passé, qui nous ont conditionnés petit à petit au silence par peur d'eux, en fait. Mais de Tout à comprendre fait. que justement, à un moment ou l'autre, ça serait intéressant de le briser, ce silence-là, parce que c'est que si toi, tu ne te sens pas concerné par ce qui se passe, si tu gardes toujours le silence face à une injustice, quand tu Mhm. peux agir, parce que tu pourras pas toujours agir, mais quand tu peux faire quelque Tout à chose, fait. bah en fait, le jour où tu seras concerné, ça sert à rien de pleurer et de dire il y a personne qui s'est bougé. Ouais. Donc c'est ça aussi qui est important de garder à l'esprit. Mais ouais, complètement. Et tu vois là, la question qu'on peut te poser, toi qui nous écoutes, c'est est-ce que tu te reconnais dans l'un de ces mécanismes? Ouais, Parce que forcément, t'as utilisé un de ces mécanismes à un moment donné. c'est Donc, ça. marque-le en commentaire, partage-nous quel est le mécanisme qui te correspond le plus. Je sais que pour ma part, quand j'étais plus jeune, euh, j'ai toujours eu un terrain très anxieux, donc ça a été Ouais, beaucoup la peur de ce qui pourrait se produire derrière et de ouais, l'impact que ça pourrait avoir derrière qui m'a freiné à certains moments effectivement à prendre position. Après, très souvent, j'ai pris position. Très souvent, j'ai eu des réactions. Alors, je m'en suis quand même relativement bien sorti à l'école. Malgré tout, tu sais, j'ai pas eu beaucoup d'heures de colle, j'ai pas eu beaucoup de réprimandes de la part des profs. Mais à plusieurs reprises, je me suis levé, j'ai exprimé des points de vue, j'ai dit que c'était pas juste. Je suis déjà parti de cours en plein milieu parce qu'en fait on avait manqué de respect à quelqu'un. Bref, c'est déjà arrivé plusieurs fois, mais j'ai eu du bol. Hein. Alors peut-être que si j'avais une autre couleur de peau ou que je m'appelais pas Julien, ça serait peut-être passé différemment. Mais en tout cas, j'ai eu du bol. Ça s'est ouais, relativement bien passé. Ça m'est pas trop retombé dessus. Mais voilà, en tout cas, cette partie-là, ça a été un élément qui a fait que, ok, ouais, mais ça m'empêche de, je préfère éviter parce que peur des conséquences. ouais. Aujourd'hui, ça l'est un petit peu moins présent, ça dépendra encore une fois de la situation. Et tu vois, je me souviens même d'une expérience que j'ai vécue, je sais pas, je devais avoir 12-13 ans, je pense, quelque chose comme ça. Ouais, à peu près. Et puis, c'est marrant comme l'univers s'organise pour nous faire vivre des trucs des fois. Dans cette journée-là, je m'étais fait une réflexion parce que j'avais vu plusieurs personnes, on était en voyage en Italie, et il y avait plusieurs personnes qui en fait contournaient les SDF qui étaient dans la rue. Et dans ma tête, c'était comme, bah oui, mais ils vont rien vous faire en fait. Ils vont pas t'agresser en fait. Ils vont rien te faire. Donc les traite pas non plus comme si, tu sais, c'était des dangers publics là. Et le soir même, bah il y en a un qui était particulièrement alcoolisé.
et qui finalement faisait des grands gestes et criait de partout. Il s'est mis à vomir en plein milieu de la rue. Enfin, c'était un carnage, le truc. Ok. Et j'ai eu un mouvement de recul en mode, oula, il va m'arriver quelque chose. Il faut que je m'éloigne de cette personne-là. Ce qui est un réflexe, je veux dire, qui est relativement normal. Et à ce moment-là, j'ai eu cette réflexion en interne. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai eu cette réflexion en interne en mode, Julien, t'es pas cohérent. Aujourd'hui, dans ta tête, tu t'es dit, mais c'est pas normal qu'on évite les gens juste parce que, ils sont dans la rue. En fait, ils vont rien nous faire. Puis là, t'as vu la réaction que tu viens d'avoir et tu serais le premier à te barrer en courant parce que t'as un comportement en face de toi qui te rend insécure. Et du coup, c'est vraiment de comprendre, tu sais, je partage ça, mais c'est vraiment de comprendre qu'il y a des automatismes qu'on a en nous, qui sont normaux. Maintenant, ça veut pas dire qu'ils doivent nous diriger au quotidien, et on peut aussi apprendre à prendre de la distance, justement, avec ces automatismes-là, pour faire en sorte que ça prenne moins de place, et qu'on soit plus aligné avec ce qu'on pense être important, être juste, être bon. Mais voilà, je voulais juste partager ça parce que du coup ça me revient là sur l'instant et je me dis que ça peut être un bon point. J'en aurais plein d'autres des exemples comme ça où j'ai fait mon rebelle plus d'une fois à Ah l'école. oui, Che Guevara de... Avec le recul, tu sais, je regrette pas du tout parce que je pense que je recommencerai encore aujourd'hui à le faire et je te dis dans mes réactions j'ai eu quand même la chance d'avoir aucune représaille, en fait, des profs. J'ai jamais eu aucun retour négatif. Mes parents, ils ont pas eu un appel parce que j'avais envoyé chier un prof un jour. Parce que je pense, quelque part, que quand j'intervenais, parce que j'intervenais pas souvent, j'étais plutôt dans mon coin, mais quand j'intervenais, je pense que les profs devaient se dire, si Julien il intervient là, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Tu sais, le mec qui est tout gentil, qui sourit tout le temps, qui fait chier personne, qui est dans son C'est coin, drôle. et qui pose jamais de problème, c'est que s'il intervient, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Je revois une collègue de cours, c'était, je sais pas, je devais avoir 16 ans peut-être. Et ce jour-là, elle arrive, mais avec une cloque énorme sur le mollet, parce qu'elle s'était brûlée avec le pot d'échappement du scooter. Le truc qui pardonne pas, là. Mais vraiment une cloque énorme. Et on allait au sport. Et en fait, elle va voir la prof, elle lui fait, excusez-moi madame, mais en fait, je peux juste pas courir là. Regardez mon mollet comment il est, je peux juste pas courir, j'ai déjà du mal à marcher, ça fait super mal. Est-ce que je peux aller à l'infirmerie? Et la prof qui lui répond, de toute façon, vous êtes là pour nous faire chier. Donc vous allez mettre vos baskets et vous allez courir, comme tout le monde. Et en fait, ça Ok. m'a tellement révolté. J'ai regardé la prof, j'ai fait, non mais vous êtes sérieuse là? J'ai dit, non mais vous avez vu l'état de son mollet, mais elle va pas courir comme ça. Et en fait, la prof m'a ignoré. Fait que j'ai gueulé dans le stade, parce qu'elle commençait à partir un peu plus loin. Et j'ai fait, vous inquiétez pas, puisque c'est comme ça, c'est moi qui vais m'en occuper. Et du coup, j'ai porté ma pote jusqu'à l'infirmerie. Je suis resté avec elle pendant, je sais pas, au moins 20 minutes, une demi-heure. Et puis après, je suis redescendu tranquillement sur le stade, et puis j'ai repris le cours. Et elle m'a rien dit, la prof. Elle aurait pu, hein. Elle aurait pu me dire, vous êtes dégagé du cours, je vous fais un mot, ou machin, vous êtes j'allais dire en garde à vue, en retenue. Et puis C'est une garde à vue voilà, en vrai. mais tu sais, mais il y a plein de situations comme ça en fait où à un moment donné tu réagis, puis bon les conséquences, tant pis, tu les assumes quoi. C'est ça. C'est ça. Mais bon, bref. Merci Julien pour ces Donc partages-là. avec plaisir, des petites tranches de vie qu'on balance comme ça. Mais ouais, mais je pense que les auditeurs apprécient ça. Oui, Justement. quelque part C'est ça permet intéressant. aussi de montrer qu'on n'est pas des machines, on n'est pas des reptiliens. Non, non. On est humain Chut, aussi. Julien, faut pas le dire. Chut, faut pas le dire. Ah merde. Alors tout ça, c'est pas sans conséquences aussi ce silence que parfois on entretient. Et en fait, ça a des conséquences aussi sur nous-mêmes. En fait, il est important de garder à l'esprit que le silence face à l'injustice, surtout quand on la reconnaît nous-mêmes, cette injustice, ça peut paraître une solution de facilité en surface sur le moment, mais en fait, ça laisse des traces qui sont profondes en nous. Ça va influencer notre estime de soi, parce que on sait intérieurement qu'on a renoncé à nos valeurs, qu'on a renoncé à défendre des choses qui sont importantes pour nous,
Et donc c'est un signe de désalignement, et plus il est renforcé, plus il est présent, plus ton estime elle dégringole. C'est de la honte refoulée qui va ressortir, parce que en fait, tu sais que t'as pas fait ce que t'aurais dû, tu sais que t'as pas réagi comme t'aurais dû réagir, tu sais que t'as pas dit ce qui aurait pu être dit à ce moment-là, et c'est ok. L'idée c'est pas de se juger, c'est de poser des actions après, c'est de t'améliorer, d'être une meilleure version de toi après. Mais tout ça, si tu le gardes, en fait, et si tu changes rien par rapport à ça, c'est de l'anxiété, c'est de l'irritabilité, c'est du mal-être général qui s'installe, c'est des émotions négatives qui vont reprendre encore plus de place, qui vont t'influencer. Et toutes ces émotions-là, elles vont essayer de toute façon de s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Parce que comme tu le dis souvent, Samir, les émotions, c'est pas biodégradable. Donc si c'est pas vécu, c'est pas exprimé, c'est pas digéré, de toute façon, il va se passer quelque chose. Exactement, ouais. Exactement. Justement, tu parlais des valeurs, du désalignement, etc. Ça, c'est un point important. Et c'est ça, en fait. C'est qu'à chaque fois que tu vis ce malaise après, c'est le résultat d'un désalignement. C'est que tu t'es écarté de ta nature, ton comportement habituel, tes valeurs, ce qui est important pour toi, en fait. Ensuite, il y a d'autres points qui peuvent revenir, Julien, c'est aussi les conflits intérieurs, pareil, qui sont le fruit du désalignement. Donc en fait, c'est que on a notre image idéale, on a tous cette image idéale de qui on veut être, qui on veut devenir, qui on veut, quelle personnalité on veut entretenir au quotidien. D'accord? Généralement, c'est notre meilleure version. D'accord? Et le fait à ce moment-là de ne pas avoir agi selon nos standards, selon nos principes, ça va créer une dissonance et du coup créer un malaise. Donc c'est encore une fois ce désalignement. Après, on parle aussi des habitudes. Donc le fait d'avoir l'habitude de se taire par peur, par crainte, par éducation, etc. En fait, ce qui va se passer, c'est que c'est un comportement qui va s'installer à force de répétition et qui va finir par devenir difficile à briser. Donc il se peut que ce comportement est déjà inscrit, est déjà ancré en toi parce que tu l'as reproduit déjà à plusieurs reprises. Mais au plus tu vas continuer à l'entretenir et au plus il va encore prendre plus de place. Et si tu n'avais pas l'habitude de le faire, mais que tu commences parce que je sais pas ce que tu as pu vivre dans ta vie à te taire, en fait, au plus tu vas continuer à l'entretenir, au plus ça va finir par devenir une seconde nature. Et du coup, en fait, juste de garder à l'esprit que plus on garde le silence, plus on va finir par s'y enfermer. Puis ça va peser de plus en plus lourd, ça va être compliqué. Exactement. Ouais, complètement. Ça va jouer donc sur ton bonheur aussi, si on continue dans ce sens-là. Sentiment d'impuissance chronique face à tout ce qui peut se produire. Ça va ronger ton élan de vie. Donc t'auras moins envie de choses, tu vas te désengager, tu vas perdre ton optimisme, tu vas avoir de la difficulté à prendre du plaisir, tu vas avoir du mal à satisfaire tes besoins, respecter tes valeurs. Et le truc, c'est que je veux vraiment amener de la nuance ici par rapport au sujet. C'est que t'es pas obligé de prendre position sur tous les sujets. Exactement. T'es pas obligé de défendre absolument toutes les causes, parce que déjà, premièrement, tu ne peux pas. Deuxièmement, tout ne colle pas à tes propres valeurs. Tu peux les comprendre intellectuellement, mais si tu les portes pas au fond de toi, tu pourras pas les défendre sur le long terme. Et puis, de toute façon, t'as pas les ressources nécessaires pour le faire. T'as pas le temps, t'as pas l'énergie, t'as pas les ressources, t'as pas les moyens de le faire. Donc, t'as plus intérêt à dire je veux défendre une cause en particulier, et tu mets ton énergie, tes moyens, ton attention, tout ton cœur dans la défense de ce sujet-là, et on va privilégier le fait de bâtir pour transformer plutôt que combattre pour changer. On en a parlé dans le précédent podcast. Voilà. Mais on va faire un choix. Parce que oui, tu peux défendre la cause des enfants dans le monde. Tu peux défendre la cause de l'éducation. Tu peux défendre la cause de la santé féminine. Tu peux défendre la cause de l'équité. Tu peux défendre... En fait, il y a tellement de causes qu'on peut défendre que tu pourrais passer toute ta vie à défendre 1001 causes. Et en fait, tu produiras rien de concret si jamais tu fais un petit truc un petit peu partout puis que tu t'éparpilles. Mais si tu prends à cœur quelque chose de spécifique, sans dire que c'est plus important qu'autre chose, parce que c'est aussi un piège dans lequel il faut pas tomber.
Faut pas dire, ah oui, mais moi, ma cause, elle est plus importante que la tienne. Non, toutes les causes sont importantes. Il y en a qui vont avoir un impact systémique et social et un impact régional, national, mondial plus important. Oui, ça d'accord. Mais toutes les causes sont importantes et en fait, toutes les causes sont plus ou moins reliées. Si tu regardes d'un point de vue systémique, un changement que tu amènes à un endroit peut avoir un impact sur autre chose, va en avoir encore sur autre chose. Donc tout est plus ou moins lié. Donc le choix ne va pas définir l'importance. Le choix, ce que ça va définir, c'est où est-ce que tu sens que tu es la plus ou le plus aligné avec le sujet, où tu sens que tes valeurs résonnent le plus, où tu sens que tu as le plus de moyens, et là où tu sens que tu es capable de mettre des ressources à disposition, de l'énergie, du temps, de l'attention par rapport à ce sujet-là, où finalement ça t'épuisera moins et ça te fatiguera moins que si tu traites un autre sujet qui te correspond moins. Et faire ce choix, c'est pas renoncer. Hein. Le coup du choisir c'est renoncer, c'est de la connerie en boîte. C'est tu choisis parce que en conscience, tu sais que tu peux avoir un impact beaucoup plus grand sur ça. Et du coup, avec ce podcast qu'on fait aujourd'hui avec Samir, on n'est pas en train de te dire faut que tu défendes toutes les causes. Bien sûr. Choisis ta cause et engage-toi d'une manière tellement profonde et tellement intense que de toute façon, il n'y aura pas d'autre choix que de faire une différence avec ce que tu vas mettre en place. Exactement. Et le reste, laisse les autres s'en occuper. Laisse d'autres personnes s'engager dans des sujets qui sont tout aussi importants, mais qui vont avoir beaucoup plus d'alignement avec le sujet. Arrête de t'éparpiller, ça sert strictement à rien. Vraiment. Et si tu es en train de faire ça, bah c'est peut-être que tu as un syndrome du sauveur qu'il faudrait peut-être aller régler. Exactement. Et justement aussi ce qu'on amène, parce que c'est vrai qu'on a amené beaucoup de podcasts où on a expliqué que, tu vois, il y a des extrêmes. Quand tu t'engages dans une cause, la meilleure option, c'est justement de co-construire, d'être dans la bienveillance, d'être dans l'ouverture. Comme tu dis, Julien, de construire, de bâtir, plutôt que d'aller au combat, d'aller au front. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en réaction, qui ont envie de plier tout le monde à leur cause. Et comme tu dis, on peut pas être engagé dans tout. Tu sais, tu peux pas t'engager sur la cause animale, puis sur le féminisme, puis en même temps sur la famine dans le monde, puis en même temps sur l'éducation, puis sur... Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens, en fait, c'est comme ça qui résonnent. C'est non, il faut que tu sois engagé dans tout. Si tu fais ça, t'as plus d'énergie pour toi. T'as plus, je veux dire, démissionne et fais que ça, en fait. Tu vois, une cause par jour si t'en as envie. Mais en fait, tu vas être comme une abeille. Tu vas venir, tu vas butiner, tu vas partir, tu vas butiner une autre fleur et tu vas pas aller à l'essentiel. Tu vois, ça me fait penser à un truc. Il y a pas si longtemps que ça, j'avais vu un post passer. Alors le calcul était très mal fait parce que c'est une nana sur les réseaux qui disait, bah en fait on va prendre tous les milliards qu'Elon Musk a sur son compte en banque. Alors déjà, il les a pas sur son compte en banque. On va déjà les gens comprennent pas c'est quoi la richesse. Ils comprennent pas que les gens bâtissent leur richesse sur la dette aussi parfois. Non, ils pensent que Elon Musk il a pas un copec. Il a juste tout un tas d'actions qui fait qu'il paye aucun impôt. Et tout l'argent qu'il utilise, c'est des crédits. En fait, on appelle ça un crédit lombard. Tu regarderas un crédit lombard que tu fais à une banque, qui est en contrepartie de la garantie de tous de toutes les actions et de tous les biens, en fait, qu'il possède. Mais il a pas un rond. D'accord? Donc, on va pas dire, ah bah tiens, on va prendre les 7 ou 8 milliards, ou plus, je sais pas combien il en a. Ils sont pas sur son compte. Ils sont pas sur son compte en banque. Mais admettons, c'est sur son compte en banque. On est près de 8 milliards d'êtres humains sur Terre maintenant. Je pense qu'on est plus très loin de ça. On est 7 et quelques. Bon, bah imaginons que tu prends tout. Ça augmente chaque année. Et tu te dis, ben on va prendre tous ces milliards, puis on va les distribuer à toutes les personnes sur la planète. Alors autant $1 pourrait faire une différence pour quelques heures, une journée, pour certaines régions du monde. $1 ou €1 de plus sur ton compte en banque, ça change quoi? Rien du tout. Ouais. Par contre, si tu prends cette somme-là et que tu l'investis dans l'éducation dans les pays en voie de développement, que tu l'investis pour éduquer les populations pour qu'ils arrêtent de se faire manipuler par des gourous, par des dictateurs, par des machins, par des trucs, pas de problème. Que tu investis dans la santé, que tu investis dans l'agriculture, que tu investis dans l'écologie, même si tu as envie. Est-ce que ça aura pas plus d'impact que si tu prends tous ces milliards et que tu les divises en autant de personnes que tu voudrais aider avec? Donc, c'est toujours facile de dire, ah oui, mais on pourrait investir beaucoup plus là-dedans, on pourrait faire. Il y a des choix qui sont à faire
Tu sais, souvent, j'entends des critiques assez ouvertes, par exemple, sur la fondation Bill Gates. Mhm. Bon, je pense que c'est loin d'être parfait. En attendant, le gars, il a quand même décidé et annoncé publiquement qu'il allait reverser l'intégralité de sa fortune aux causes qu'il défend à travers sa fondation. Mhm. Est-ce qu'il va pas se remettre de l'argent dans les poches? Est-ce que on n'en sait rien? Peut-être. Ok, fine. Mhm. Personne n'est parfait. Mais en attendant, il a fait des choix. Il fait des choix d'investir dans l'éducation, dans la santé et dans la bouffe, je crois. C'est les trois points D'accord. clés, Moi, j'ai il pas me semble, sur suivi. lesquels il investit. Mais tu pourrais, en fait, gueuler au scandale et dire, ah oui, mais avec tout cet argent, il pourrait investir dans tel endroit, puis on pourrait investir dans ça, puis on pourrait investir dans ça. En fait, il y a des choix qui sont à faire, et même toi, tu dois faire des choix. C'est ça. Pas pour dire j'abandonne d'autres choses, c'est pour dire je mets les moyens que j'ai à ma disposition pour avoir le maximum d'impact sur un point, plutôt que de m'éparpiller. Et ça, c'est valable pour tout. Pour ton activité que tu veux développer, concentre-toi sur un point, t'éparpille pas. Sur ta relation, si tu veux que ça fonctionne, concentre-toi dessus et t'éparpille pas. Dans ton travail, si tu veux avancer, concentre-toi sur ce que tu as à faire et t'éparpille pas. C'est la même chose pour tout. Et du coup, voilà, c'est cette nuance-là que je voulais amener. Puis je pense que le point est suffisamment clair. Mhm. Je pourrais encore donner plein d'exemples, mais concentre-toi sur qu'est-ce qui fait le plus de sens et sois au clair avec toi-même. C'est pas parce que tu ne vas plus t'occuper de la faim dans le monde parce que tu as décidé de te concentrer sur l'éducation que, en fait, t'es pas en train de contribuer à bâtir un monde meilleur. C'est pas en courant partout avec ta brouette de béton pour essayer de construire un mur, aller aux quatre coins du monde, que tu vas faire quelque chose. Construis le mur là où t'es, fais une différence pour les gens qui t'entourent, fais une différence pour la communauté dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, et ça va avoir un impact sur du plus grand derrière. Ouais. Et voilà, c'est dit, je me tais. On passe à Ouais, autre chose. exactement. Ouais. C'est important ça. C'est effectivement, c'est bien de la mettre cette nuance. Mhm. Et c'est nous, on essaye d'apporter cette nuance. Faut peut-être on oublie de le faire, mais on essaye de le faire le plus possible parce que tu sais, la nuance, c'est ce qui permet de créer un équilibre. C'est ce qui permet de créer aussi de la paix et un peu plus d'harmonie en fait. Et en fait, on vit en communauté. Faut dire ce qui est. On n'est pas des individualités. On vit en communauté. Mhm. Et dans une communauté, bah, chacun a son rôle. Donc voilà, peut-être que moi, il y a une cause qui me touche le plus. Ben, je vais m'investir dans cette cause plutôt qu'une autre pour le moment et je vais mettre mon focus là-dedans. Et puis quelqu'un d'autre, il va être plus engagé sur une autre cause et il va mettre son focus dedans. Et vu que c'est un système, ben, moi plus lui, plus quelqu'un d'autre qui va s'engager dans une autre cause, ben, en fait, on va pouvoir créer quelque chose. Mais si on était tous éparpillés, Absolument. bah malheureusement ça ne va rien donner parce que en fait on ne fait les choses qu'en surface, tu vois. Le tout c'est juste de respecter l'autre, respecter. Si quelqu'un ne comprend pas ta cause, bah c'est pas grave, tu discutes avec lui, tu peux, s'il C'est a pas pas envie, grave. bah c'est tout. Bah, Mais tu passes à autre ça veut pas chose. dire que c'est un connard fini, peut-être que il est engagé pleinement sur d'autres causes dans lesquelles toi tu n'en as strictement rien à faire, tu vois. Donc voilà, c'est Complètement. juste d'avoir cet équilibre là. Peut-être Julien, Complètement. on va passer du coup au point suivant. Donc là, on a parlé des conséquences pour soi. Bah, c'est bien de parler Mhm. aussi des conséquences du silence sur la société, parce que Ouais, il y a clairement. l'impact direct, il y a l'impact indirect, et celui-ci, cet impact indirect là, c'est-à-dire quand tu gardes le silence, tu vas impacter le reste de la société. Tu vas impacter ton voisin, tu vas t'impacter toi-même, etc., etc. Donc, juste de garder que l'une des premières choses que je voulais amener, c'est l'effet domino de l'injustice. C'est-à-dire Mhm. que ce qui est toléré une fois, bah, va avoir plus de chances de se reproduire et de finir par devenir une norme. D'accord? Les petites injustices d'aujourd'hui vont ouvrir la voie à des injustices qui vont être beaucoup plus graves demain. Bah, C'est juste ça ça. va finir par ça va finir par te concerner d'une C'est manière ça. ou d'une autre, de toute Mm. façon. Parce que, Tu peux... Ouais. c'est te dire que, bah, en fait, ça t'affecte pas, que ça te concerne pas, que c'est que t'as rien à voir avec le sujet. Bon, bah, c'est un raccourci qui est un peu facile. C'est très facile de le prendre, on peut tous le prendre. Sauf qu'à un moment donné, bah, ce raccourci-là, c'est de comprendre que tu vis pas dans un autre monde que l'autre. C'est Tu vis ça. pas dans une autre, c'est dans une autre configuration, dans une autre dynamique, ça va finir par t'affecter dans ton propre système. De toute façon. Exactement. Ouais. De toute façon. D'ailleurs, Et d'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer aussi aux États-Unis, sans faire mm, de politique. Ceux qui ont voté pour un certain parti aujourd'hui,
se mordent les doigts des conséquences que ça a, et beaucoup regrettent d'avoir pris cette décision. Ouais. Pas tous, mais il y en a qui ont été impactés par la suite. Ouais. Mais en même temps, c'est de dire, ok, t'as fait un choix qui était basé sur je m'en fous de ce qui va arriver aux autres, je me concentre sur mon propre bonheur, ma propre joie, mon propre confort, et t'espères dans un monde en plus qui est aussi internationalement connecté que ces choix-là vont pas se retourner contre toi et vont pas t'impacter toi. Tu vis dans une belle utopie quand même, hein. Ouais. Je peux te dire qu'il y a des gens ici qui ont voté, qui étaient pour le programme migratoire jusqu'au jour où leur mère, leur mari a été impacté. Et puis que il s'est fait dégager et puis ils se sont dit ah bah merde alors. Ah, maintenant c'est moi qui suis touché. Donc tu c'est vois. con. Pourquoi on fait ça? C'est pas juste. C'est ça. Tu sais, en France, c'est pareil. Je peux donner un exemple là avec l'histoire de la déchéance de nationalité. Il y a des personnes qui sont nées en France depuis 2-3 générations, qui sont jamais parties dans le pays d'origine de leurs parents, donc ils sont clairement à 100% français. Mais dire qu'aujourd'hui, c'est juste de déchoir de sa nationalité quelqu'un qui est là depuis 3 générations et qui n'est que français et pas autre chose, peu importe ses opinions, peu importe la colère qu'il peut exprimer pour le gouvernement, accepter que cette classe-là ou ces minorités-là se fassent déchoir alors qu'ils sont à 100% français, en fait, c'est peut-être accepter que toi, demain, si ton gouvernement devient autoritaire... Attends qu'on remonte un petit peu dans ton arbre généalogique, juste pour voir si tu vas garder ta nationalité ou pas. Ouais, mais regarde, demain, ton gouvernement devient autoritaire, tu vois, en plus. Tu n'es pas d'accord avec ce gouvernement-là, peut-être que c'est toi qu'on va déchoir. Et justement, par rapport à cet effet domino de l'injustice, ou comme on a dit que peut-être que tu seras le prochain, d'accord, qui va être impacté, il y a une histoire qui, je trouve, est très parlante, c'est une fable africaine, c'est l'histoire des 3 taureaux et du lion. En fait, dans cette histoire-là, en fait, il y a 3 taureaux, un noir, un brun et un blanc, qui vivaient dans la savane, et en fait, leur force, c'était leur solidarité. Donc, tant qu'ils étaient unis, le lion, qui rêvait de les manger, n'osait pas les attaquer. D'accord? Et un jour, le lion, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu et puis il a commencé à ruser. Il est allé voir le taureau noir et le taureau brun et il leur a dit, vous voyez le taureau blanc là? Il est trop visible. Il attire les ennemis et si jamais je le mange, vous serez tranquille. Vous aurez plus personne qui va vous embêter. Les taureaux bruns et noirs, ils se sont tués, ils ont eu peur et aussi par intérêt parce qu'ils se sont dit, ouais, mais c'est vrai, il est trop visible et peut-être qu'on va avoir des problèmes. Donc, ils l'ont laissé en fait. Le lion, il a fini par manger le taureau blanc. Quelques jours après, le lion, il est revenu et il est venu parler au taureau noir. Il lui a dit, tu vois le taureau brun là, il est trop encombrant. Si jamais je le mange, tu vas avoir la paix. Donc finalement, encore une fois, le taureau noir, il s'est dit, il a rien dit. Et le lion, il a fini par manger le taureau brun. Et là, il restait plus que le taureau noir. Donc, à ce moment-là, il y a le lion qui s'est approché pour le dévorer. Et le taureau, en fait, qu'est-ce qu'il a dit au lion? Il lui a dit, en vérité, j'ai pas été mangé aujourd'hui, j'ai été mangé le jour où je t'ai laissé manger le taureau blanc. Donc en fait, c'est ça le truc. C'est qu'aujourd'hui, tout à fait, tu vois certaines parties de la population ou des gens qui sont autour de toi, qui sont lésés, qui sont touchés par une injustice, qui font qu'ils fassent partie de la minorité, qu'ils soient pauvres et que toi t'es riche. Peu importe en fait, d'accord? Tu te sens pas concerné, tu les laisses, sache que à partir du moment où tu les laisses faire, tu vas être le prochain. Un jour ou l'autre, tu te diras j'ai été mangé ce jour-là. Donc voilà, c'est juste ce que je voulais partager. C'est une super fable. Ouais, merci vraiment, je la trouve Samir. très forte, très puissante. Ouais, vraiment elle est cool. Elle est cool. Fait que ça, tu vois, ça nous amène du coup à un autre point, c'est tout ce qui va être l'abus de pouvoir, la normalisation de la violence. Parce que quand personne s'élève face à de l'injustice, ça envoie un message qui est très clair, ça valide les comportements. Ça dit ok, ça en fait c'est acceptable. C'est acceptable de faire ça, c'est acceptable de dire ça, c'est acceptable de mettre telle et telle chose en place. Et du coup, encore une fois, ça peut impacter toute la société, et puis ça va se retourner d'une manière ou d'une autre contre toi, par la suite, d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il arrive. Derrière ça, peut-être aussi le renforcement des inégalités, des discriminations, qu'on pourrait nommer très rapidement. Tout silence qui permet en fait au système ou aux oppresseurs de continuer leurs actions librement, sans rencontrer la moindre résistance, c'est aussi des injustices qui vont tendre à se déployer
Et encore une fois, même si tu as le sentiment qu'en fait, l'inégalité qui est en place ne te touche pas parce que tu es confortablement installé dans tes habitudes, tu as tes privilèges, tu as tout un tas de choses, l'histoire nous a démontré plus d'une fois, et continuera de nous le démontrer encore si on ne fait pas preuve d'intelligence, que justement toutes ces formes de discrimination, d'inégalité, d'injustice qui existent, elles finissent toujours par toucher ceux qu'elles ne touchaient pas au départ. Tout le temps. Quand la discrimination touche une partie, elle va finir par en toucher une deuxième, puis une troisième catégorie, puis une quatrième, puis une cinquième, une sixième, et finalement toutes les catégories vont finir par être touchées et affectées. Ça finira à un moment donné par prendre des proportions beaucoup plus importantes. Ça peut se faire sur la durée, bien évidemment, mais tu vois, ça c'est des sujets qui nous touchent aussi parce que ça touche ce qu'on défend profondément à l'Institut, le pouvoir de l'individu, la capacité à être en autonomie par rapport au système, et justement de pouvoir faire ses choix librement. Quand il y a de la discrimination, quand il y a de l'injustice, des inégalités, ça vient freiner ce pouvoir. Ça vient freiner ça. Concrètement, et puis ça va à l'encontre des valeurs qu'on défend, justement, par rapport à l'Institut. Donc c'est des sujets qui nous touchent. Donc toi qui es citoyenne du monde, essaye de ne pas trop te désengager, parce que c'est pas le manque de confiance que tu vas mettre dans les institutions qui fera que les institutions vont changer. C'est parce que toi, tu vas t'engager dans une direction ou une autre. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ce sont les gouvernements qui dirigent, mais ce qu'ils oublient, c'est que les gouvernements existent par le peuple, et que si le peuple décide de prendre une direction, le gouvernement va faire en sorte de faire voter, de faire analyser, de faire réfléchir des lois, une progression sur un sujet ou sur un autre, et qu'on a quand même du pouvoir. Mais pour ça, il faut qu'on se bouge les fesses à titre individuel, sinon il va pas se passer grand-chose. Et s'en remettre juste au pouvoir supérieur, c'est accepter qu'il y ait juste une poignée qui décide à notre place. C'est ça. Et ça, je sais pas si ça te tente, toi qui nous écoutes. Ouais, et tu vois, c'est là aussi que cette maxime diviser pour mieux régner prend tout son sens. Parce que tu divises, chacun est focalisé sur sa propre gueule, et il se dit, de toute façon, ce qui touche l'autre ne me concerne pas, et au final, au bout d'un moment, ça va être ton tour, en fait. Parce qu'on va éliminer les problèmes petit à petit. Aujourd'hui, t'es pas le problème. Tu fais pas partie du groupe problématique, mais c'est pas grave. Tu le sauras demain. Ouais, tu le sauras à un moment ou l'autre. Ça va venir. Tu sauras le prochain problème. Rassure-toi. Exactement. Alors peut-être je vais embrayer sur le prochain thème. Justement, une autre chose, c'est le désengagement citoyen. Tu vois, j'entends beaucoup de gens qui disent ouais, aujourd'hui il y a une montée des pensées extrêmes, etc. parce que les gens n'ont plus confiance en la politique. Et en fait, le problème c'est la politique. Et moi j'ai envie de poser une question. Et si le problème c'était pas nous et notre comportement vis-à-vis de la politique. Et si c'était pas notre désengagement également au quotidien qui poussait à plus d'injustice et qui poussait à nous faire perdre confiance en ces institutions. Parce que c'est ça en fait, c'est que au plus il y a des injustices, au plus qu'il y a des injustices autour de nous qui perdurent, au plus on se dit en fait je perds confiance en les institutions, il n'y a plus de justice. Donc, pourquoi est-ce que je devrais m'emmerder en fait? Je vais plus voter parce que de toute manière j'ai pas confiance en les institutions. Ça change rien. Ouais, ça change rien. Ouais, mais c'est super intéressant en fait ce que t'amènes, d'avoir cette réflexion, de se dire est-ce que c'est le système qui nous fait défaut ou c'est nous qui faisons défaut au système? C'est ça. Et c'est une vraie question qu'on peut se poser et c'est super pertinent en fait de se poser cette question-là. C'est ça. Ouais. C'est ça. En fait, en quelque sorte, c'est un peu nous qui entretenons cette problématique et par la suite, la conséquence c'est que derrière l'injustice grandit. Et vu que l'injustice grandit, en fait, on a encore moins confiance. Et puis on se dit de toute façon, ça sert à rien. C'est ça. C'est un cercle vicieux après qui s'installe. Ouais, complètement. C'est complètement. Ça. Et du coup, on assiste aussi à une montée du cynisme juste derrière. Et tout ça, ça n'aide pas. Ouais. Donc effectivement, puis un autre point qu'on pourrait peut-être amener ici pour comme clôturer cette partie-là, c'est toute la question de la criminalité et du chaos en fait qui est latent par rapport à ça, parce que quand il y a une absence de voix, une absence de prise de position qui défendent en fait la justice, ça crée un vide. Le vide, la nature n'aime pas ça, et quand la justice ne prend pas sa place, c'est la violence qui la remplace.
C'est la violence, c'est le crime, c'est tout un tas de choses en fait qu'on ne veut pas voir dans n'importe quelle société qui existe à travers le monde. Fait, puisqu'il y a ce vide-là et qu'il y a rien qui le remplace, dans ce cas-là, voilà, il doit bien y avoir quelque chose. Tu sais, ça fait vraiment écho à ce que tu disais il y a quelques instants, c'est est-ce que on voit une montée des extrêmes, est-ce qu'on voit une montée de positionnements radicaux, on voit une montée de violence, d'agression dans certains coins. Est-ce que c'est du fait que on fait pas notre travail entre guillemets pour créer de la sécurité, ou est-ce qu'au contraire c'est parce qu'il y a un désengagement social, un désengagement citoyen, comme tu le disais, qui fait que on en arrive à ce stade-là, en fait. Donc, faut vraiment se poser les bonnes questions. Je pense que c'est important. Et on a eu un exemple il y a pas si longtemps, hein, une femme politique assez connue qui pique dans les caisses. Puis en fait, il y en a plein qui vont faire les partisans de la stratégie de l'autruche et de dire elle a servi un petit peu ses intérêts, mais c'est pas grave en fait, hein, parce que elle peut nous représenter finalement. Voilà, c'est pas grave. Oui, on est tous humains, on fait tous des erreurs, c'est pas grave. Mais quand c'est des autres, non, ça s'insurge. C'est ça, quand c'est les autres, ça s'insurge. 1, 2, 3. Fait que c'est ça, c'est d'essayer de pas être en 2 poids 2 mesures, d'essayer de garder en tête que tout ce sur quoi tu te tais, sans nécessairement prendre position sur tout, encore une fois. Mais il y a des choses, en fait, c'est te rendre compte que ça va avoir un impact sur du moyen long terme qui va finir par te revenir en boomerang, d'une manière ou d'une autre. Et justement, l'exemple que tu as donné là, l'une des conséquences, ce serait quoi? De dire, tiens, c'est pas grave, elle a servi un peu ses intérêts, non, patati, c'est pas grave cette fois. C'est quoi la conséquence? C'est que derrière, les autres vont voir que c'est pas grave, que tout le monde les défend. Il y a ça. Donc tout le monde peut faire pareil. Ils vont faire pareil, c'est ça. Oui, tout le monde va faire pareil. Et puis si jamais cette personne-là venait à prendre un poste beaucoup plus important avec beaucoup plus d'impact, qui dit que demain elle fera pas des choix pour son gouvernement et son pays tout entier pour servir ses intérêts, qui pourront peut-être coûter très cher à la population. C'est ça. Ça me rappelle la fameuse citation qui vole un œuf vole un bœuf. Ça commence par un œuf, et si personne ne dit rien, ça va finir par un bœuf. Donc, exactement. Voilà. Et après, on va être calife à la place du calife. Celui qui vole un œuf va forcément voler un bœuf, parce qu'encore une fois, ça dépend. Il y a des circonstances, des contextes. Il y a beaucoup de choses qui jouent. Tout à fait. D'accord. Absolument. Mais enfin elle avait pas besoin d'argent de poche pour se payer à bouffer pour mettre dans son frigo, quoi. Voilà. C'était pas non plus comme si la pauvre, elle avait rien à manger dans son frigo, c'est sûr. Voilà. C'est pas comme s'il y avait du patrimoine derrière, hein. Bon. On dit rien, Samir, on dit rien. On arrête. On va se faire taper dessus. Peut-être, Julien, justement, je vais donner une image avant qu'on commence à donner peut-être des astuces, des choses comment on peut faire pour sortir du silence sans devenir réactionnaire. Donc ça, on va y arriver. Mais je vais donner une image pour venir, c'est comme illustrer ce qu'on dit, les conséquences du silence sur la société. J'ai un collègue il y a plusieurs années qui, au lendemain de la décision de la France d'attaquer la Libye, était content. Tu sais, il était là en salle de pause et puis il nous balance dans la normale. On va bombarder un autre pays, on est content. C'est ça. Il était content. Pourquoi? Parce qu'il disait le prix du pétrole va baisser. Tu vois, pas parce qu'il y a des gens qui, il est pas content forcément parce que c'est la Libye qui se fait attaquer, mais parce que derrière il se dit c'est bon en fait, il y a des intérêts qui vont me concerner. Moi je suis pas concerné par la guerre, j'en ai rien à foutre. Mais par contre, ce qui est cool, c'est que les impacts pour moi, ça va être que le prix de l'essence et le pétrole va baisser. Donc, là, tu regardes ça comme ça, tu te dis, bon, d'accord. Maintenant, on va un peu plus loin. Est-ce que le prix de l'essence, il a réellement baissé au final? Ça a fait qu'augmenter. Est-ce que les conséquences de cette guerre ne l'ont pas impacté? Ça, je suis moins sûr. Pourquoi? Parce que techniquement, il y a un truc qui me vient là. Excuse-moi, je te coupe. Vas-y. Qu'est-ce qui va financer la guerre? Voilà. Où est-ce que l'argent va être trouvé? Déjà, réfléchis. D'accord? Où est-ce qu'on va prendre l'argent? Deuxièmement, pourquoi l'essence ça coûte aussi cher? C'est pas au coût du baril que ça coûte cher, même s'il varie. C'est toutes les taxes
que les gouvernements placent dessus et qu'ils Il y a ça récupèrent. aussi. Ouais. Donc, me fais pas croire que parce que tu vas partir en guerre à l'autre bout du monde et bombarder des gens qui t'ont rien demandé, que en fait tu vas faire baisser le prix. Oui, peut-être que le prix du baril il va baisser, donc tu vas te faire encore plus d'argent dans les poches. Et En comme plus, il faut ils de ont l'argent augmenté pour les aller faire de la taxes à un guerre, certain moment. bah voilà. Donc à un Mm. moment donné, ça fait aucun sens. Mais excuse-moi, je t'ai C'est coupé. ça. Non, Ça, non, mais c'est c'est très juste que bien. c'est venu me chercher. Mais c'est très bien ce que tu amènes là. Tu vois, c'est pas un truc que j'avais anticipé, mais c'est vrai, c'est comme ça que ça s'est passé. Bah, c'est pas grave. Encore plus de profit parce que de toute façon, on va rajouter les taxes. Et Mhm. du coup, quand tu regardes tout ça, ça me concerne pas. Hein, moi, il y aura que du bénéfice qui va venir chez moi, tu vois. Ok. Donc cette guerre, elle a eu beaucoup de conséquences. Je vais pas rentrer plus dans les détails. Je suis pas là pour faire de la politique, mais je suis plus là pour donner une image. Sur la Libye, Ouais. ça a été catastrophique. Il y a eu des guerres civiles. Il y a eu des civils qui sont morts. Il y a un chaos prolongé. Ça fait des années. La Libye, elle était relativement stable à l'époque. Ok, on peut comprendre, c'était un dictateur. On peut être d'accord ou pas avec sa façon de faire. D'accord. Mais il y avait une stabilité, il y avait un contexte qui faisait que cette personne qui était au pouvoir, elle avait réussi à créer une certaine harmonie. D'accord? Une certaine harmonie. On peut être d'accord ou pas sur ses méthodes. Mais voilà. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un chaos prolongé. Il y a une prolifération d'armes, il y a de milices, il y a eu même le retour de l'esclavage à un moment. C'était hyper choquant ce qui s'était passé après la destitution de Kadhafi, tu vois. Une crise migratoire, déstabilisation aussi au Sahel. Donc ça impacte aussi tous les pays qui sont environnants. Donc ça, c'est sur la Libye, ce que ça a créé. Mais ce qui s'est passé là-bas, ça a eu un impact énorme sur la France. Pourquoi? Un enlisement stratégique. La France, elle s'est retrouvée engluée dans d'autres conflits comme justement au Mali, etc. D'accord? Ouais. Ça a déstabilisé toute la région. Donc derrière, la France, elle en subit aussi les conséquences. Il y a eu des problèmes liés également au terrorisme, avec un gros retour du terrorisme au Mali. La France, elle a été obligée d'intervenir militairement. Donc encore une fois, c'est de l'argent qu'on va mettre pour financer la guerre, tu vois. Et en plus des exactions, parce que malheureusement, quand il y a la guerre, il y a souvent des exactions. Hein. Crise migratoire. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se plaignent justement des migrants, etc. Peut-être qu'à un moment ou l'autre, fallait c'était peut-être aussi, y réfléchir un petit peu avant. Non, fallait y réfléchir avant. C'est aussi les décisions de votre propre, de ce que vous soutenez également. Donc il y a eu, à cause de cette crise migratoire, des clivages au sein de la société, la montée des extrêmes, des coûts économiques qui sont importants. Parfois aussi de la criminalité parce que ces personnes qui sont venues de là-bas pour survivre, ils arrivent dans un pays qu'ils ne connaissent pas les codes. Parfois, ils s'en sortent pas, ils sont à la rue. Donc, ils sont obligés peut-être de voler ou des choses comme ça pour pouvoir s'en sortir. C'est une conséquence également. D'accord? Est-ce que c'est de leur faute? Est-ce que c'est eux les méchants? Tu vois, encore une fois, c'est beaucoup plus nuancé. Parce qu'on met toujours ça sur le dos des gens. Tout à fait. C'est beaucoup plus nuancé. Tu vois? Et peut-être que toi, qui critiques aujourd'hui, je sais pas, mais cette crise migratoire, peut-être que si demain, ça c'est la France qui va être impactée, peut-être que toi, tu vas être bien content de pouvoir partir ailleurs pour essayer de sauver tes gosses. Tu vas faire exactement la même chose. Donc bref, je veux pas, tu sais, je suis pas là pour dire c'est bien, c'est mal. C'est pas le truc. C'est juste pour dire que regarde, en fait, au final, des fois, ça a toujours des conséquences. C'est pas grave. Il y aura pas de conséquences. En fait, il y a toujours des conséquences. C'est ça. Cette injustice, elle va venir t'impacter, mais vraiment directement, mais sur le long terme. Tu vois? Ouais. Sur le long terme. Pourquoi? Parce que tu te dis, c'est pas grave. Ouais. Non, je disais le ripple effect. Mais ouais. C'est ça. Et on n'est pas là pour donner des leçons. On est là pour te donner une image. Tu vois? Et après, complètement. Après, chacun, c'est ça. Chacun fait ses choix, chacun a ses convictions. Mais voilà, c'est de comprendre que toute injustice qui se présente, surtout quand elle commence à prendre de l'ampleur, c'est que si on les laisse prendre trop de place et qu'on s'affirme pas face à ça, même si on se sent en sécurité, nous, parce qu'on n'est pas concerné sur l'instant, tu finiras par l'être. Ouais. D'une manière ou d'une autre. De toute façon. Donc, avec tout ça, maintenant, l'idée, c'est comment tu sors du silence sans que tu tombes dans la réaction, que tu deviennes réactionnaire, parce que c'est pas forcément la bonne stratégie non plus. Briser le silence, c'est pas te mettre à hurler, c'est pas t'emporter, et on va te donner quelques pistes ici de progression. D'abord, c'est de reprendre le pouvoir sur ses propres mécanismes. Identifie tes peurs, vraiment déconstruis tes peurs, reprends la maîtrise de ce que tu ressens, travaille sur ton estime de soi, parce que plus tu vas avoir confiance, plus tu vas avoir
conscience de ta propre valeur aussi, plus tu vas te sentir aligné, plus ce sera facile en fait de faire valoir tes valeurs, tes besoins, de faire respecter tes critères, de les affirmer. Parce que quand t'as pas ça, en fait tu te plies à ce qui se passe et t'es beaucoup plus sensible en fait à tous les biais qu'on a évoqués au début de ce podcast. Autre chose, ça va être de développer aussi une conscience de tes propres valeurs, parce que en fait t'as des valeurs intellectuelles qui sont tout à fait valides et qui sont importantes, mais t'as aussi des valeurs que tu portes au fond de toi, vraiment qui te guident au quotidien sur ce qui est bon, sur ce qui est pas bon. Plus tu les reconnais, plus tu les respectes, plus tu vas avoir en fait ce qu'on appelle un bouclier égotique puissant, plus en fait tu vas pouvoir te préserver justement de toutes ces influences et de tous ces biais qui peuvent t'empêcher et t'éloigner de cet alignement profond avec lequel tu peux exister au quotidien. Donc, et une conscience profonde et avancée de tes valeurs. C'est super important parce que ça te guide dans tes actions, dans tes réactions, dans tes décisions, dans tes choix, dans tes positionnements, dans tout un tas de choses. Si tu gères pas ces éléments-là, c'est eux qui vont te gérer et probablement même que ce seront des valeurs qui ne sont pas les tiennes, qui décideront à ta place et qui vont créer encore plus de désalignement. Donc fais attention à ça. Et puis, de savoir mettre des limites. Te préparer mentalement à pouvoir dire non, à refuser, à dire « Ok, ça marche pas, ça c'est inacceptable, ça ne fonctionne pas ». Je vais te donner un élément ici que je donne systématiquement à mes clients et qu'on explique très souvent à nos étudiants à l'Institut, c'est que l'on vit ce qu'on tolère. On vit ce qu'on tolère. Fait que si jamais tu vis avec une dynamique de tolérance exacerbée où en fait tu laisses tout passer, tu mets pas de limite, c'est ok, on me parle mal, c'est pas grave, on se comporte comme ça, c'est pas grave, on fait pas ça, c'est pas grave. Ok, c'est pas grave, mais en fait si ça l'est. Pas seulement d'un point de vue moral et d'un point de vue sociétal, mais c'est aussi grave d'un point de vue personnel, parce que ce que tu tolères, c'est ce que tu te donnes à vivre. Et en fait, la qualité de ta vie et la qualité des résultats que tu obtiens dans ta vie, tout domaine confondu, c'est la limite de ce que tu tolères. Tu obtiens ce que tu tolères. Fait que si tu tolères de te faire maltraiter, ne te plains pas que ton patron te traite comme de la merde au travail, que ton conjoint ou ta conjointe ne te considère pas, que tes enfants te gueulent dessus. Si tu tolères qu'on te parle mal, alors c'est ce que tu vas avoir. Si tu tolères de pas avoir de moyens dans ton quotidien et que tu ne te bats pas pour augmenter justement ce niveau pour toi de confort, ne te plains pas. Si tu tolères d'être fatigué en permanence, ne te plains pas. Si tu tolères d'avoir ceci ou cela, ne te plains pas. Tu as ce que tu tolères. À partir du moment où tu ne tolères plus quelque chose et qu'en fait tu affirmes beaucoup plus tes valeurs, tes besoins, et ben là tu vas te rendre compte d'un truc super intéressant, c'est que tes résultats, ils vont commencer à changer. Et que tes expériences vont commencer à changer. Ça paraît un peu process de pensée magique, mais t'as pas idée à quel point la validation et l'activation de tes critères profonds et de tes critères identitaires jouent un rôle essentiel sur ce qui se passe dans ta vie, les résultats que tu as et ce que tu vis au quotidien. Fait que si t'en prends conscience aujourd'hui, ce que je te souhaite est que tu l'appliques, change tes standards, arrête de tolérer l'intolérable et tu vas voir ce qui va se passer. Ouais, exactement, Julien. Merci justement pour tout ce que tu partages. Moi, du coup, je vais passer sur un autre point, c'est celui de parler sans violence. C'est drôle parce que on parle de communication alors qu'encore une fois, c'est des choses dont j'avais parlé dans la formation, là, parler avec assertivité. Donc en fait, l'un des points qui est intéressant, c'est d'apprendre l'assertivité. D'accord ? Donc l'assertivité, ça veut dire quoi ? Ni soumission, ni agressivité. C'est une espèce de posture de juste milieu. C'est ce qu'on enseigne à nos étudiants, d'accord ? Parce que pour être coach, il y a un besoin d'être assertif, d'accord ? Il y a un besoin de trouver cette espèce de posture du juste milieu. Et c'est aussi la posture qui est utilisée pour faire de la diplomatie ou pour faire de la médiation, d'accord ? Donc en fait, l'assertivité, elle sert à quoi ? Elle sert à exprimer ses émotions, ses besoins de manière claire et respectueuse. Pas besoin de t'énerver. Tu sais, c'est pas parce que tu vas parler fort qu'on va mieux t'écouter. C'est complètement faux. D'accord ? C'est pas parce que tu vas parler fort qu'on va mieux te respecter. Voilà. Donc, le truc qui va être important, c'est plus de
exprimer clairement tes besoins. Déjà, pour pouvoir le faire, il faut que tu puisses être dans un état émotionnel qui soit quand même assez positif ou assez neutre, d'accord? Parce que quand tu exploses en colère, tu vas peut-être crier, tu vas peut-être dire des mots, mais parfois les mots que tu dis là, ils veulent pas forcément dire quelque chose quand tu les mets. Ça, c'est un Scrabble, tu vois, le truc. Mhm. Donc, alors que quand tu as cette espèce de recul et que tu as cette capacité de t'exprimer de façon assertive, bah là, au moins, c'est clair, respectueux, tu es à l'écoute de l'autre, donc tu as aussi la possibilité de pouvoir en remettre une couche s'il y a besoin pour que la personne puisse recevoir de la meilleure manière le message. Et pour pouvoir se faire cette communication assertive, bah c'est important de connaître ses besoins, c'est important de connaître ses valeurs, c'est important aussi de se connaître, de connaître ses peurs et les émotions qui prennent très souvent le dessus. Donc, c'est en continuité avec tout ce que tu as dit, Julien, sur le fait de reprendre le pouvoir sur ces mécanismes. Ouais. Ensuite, c'est tellement important. Ce qui va être important, ça va être de savoir poser des questions qui dérangent, d'accord, plutôt que d'accuser, plutôt que d'aller faire du passif-agressif, de faire des affirmations par rapport à la personne qui est en face de toi. Je sais pas, mais toi qui nous écoutes, quand on t'accuse ou quand on vient te prêter certaines intentions, est-ce que tu as envie d'écouter la personne qui est en face de toi? Bah non, tu vas te mettre en réaction. Pas vraiment. On est en défensif. Bah oui, absolument. C'est ça, tu te mets sur la défensive. Donc quand tu te mets sur la défensive, tu n'écoutes rien. C'est un peu comme si tu avais un bouclier. Bah, c'est ça en fait la défensive, c'est que tu mets un bouclier en face de toi et les mots que la personne va te dire, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu reçois plus rien. Mais ils vont pas rentrer. Donc c'est pour ça que ça va être important, plutôt que de faire des accusations, de poser des questions. Pourquoi? Parce que quand tu poses des questions, déjà, tu donnes à l'autre la possibilité de participer au dialogue. Tu lui donnes la place qu'il mérite. Tu le mets sur un certain piédestal plutôt que de lui dire tu te la fermes et tu m'écoutes et puis moi je te dis c'est moi qui sais ce que tu es, ce que tu penses, ce que tu dois faire. Tu vois? Donc le fait de questionner, ça permet aussi de développer la conscience de la personne, de créer des prises de conscience. Donc déjà tu lui donnes le flambeau, tu dis écoute, je te fais confiance, d'accord? Je sais que tu as les capacités, je sais que tu as les réponses et tu le laisses participer à ce dialogue, à cette discussion et la personne sa conscience fleurit, tu vois, elle éclot. Donc c'est beaucoup plus pertinent. Et puis aussi en fait le fait de prendre cette posture d'assertivité, cette posture de non-violence en quelque sorte dans ta communication, bah en fait tu vas inspirer les autres. Et d'ailleurs c'est ce qu'on dit, on dit souvent à nos clients et à nos étudiants, c'est que il n'y a pas plus puissant que d'inspirer le changement. On peut pas être parfait tous les jours. Tu vois, on peut pas être parfait tous les jours. J'enseigne justement, Julien, avec mes clients, je travaille sur la gestion des émotions. Ça veut pas dire qu'à certains moments, moi, je ne sors pas de cette gestion des émotions. Ça m'arrive encore parfois de perdre le contrôle. Bien sûr. Mais bien sûr. On a des outils. On n'est pas des machines. Hein. On n'est pas des machines. À certains moments, on peut sortir de ça. Mais malgré tout, puisqu'on a travaillé sur nous, puisqu'on a des outils, on a cette capacité de rebondir beaucoup plus rapidement. Là où avant, peut-être que je pouvais me laisser prendre à mes émotions pendant une semaine, aujourd'hui, quand je glisse, en fait, ça va prendre beaucoup moins de temps. Ça va peut-être prendre 1 heure pour que tu me dises, oh, tu te calmes, Samir. On arrête, on pose des actions et on sort. Et c'est ça qui est le plus important. On ne sera jamais parfait. D'accord? Et du coup, si tu inspires à l'autre, qu'est-ce qui va se passer? Les autres aussi vont finir par libérer aussi la parole, vont finir par incarner cette justice que toi tu inspires. Ouais, complètement. C'est des points qui sont super importants et c'est pas du coup sans rappeler la nuance que j'ai amenée tantôt et qu'on peut remettre ici une dernière fois, c'est de choisir tes combats et d'identifier en fait où ça va être intéressant, où tu vas avoir de l'impact. En fait, quand est-ce que tu prends position, quand est-ce que tu dis non, quand est-ce que tu affirmes un point de vue. Ça veut pas dire que tu vas prendre le dessus, ça veut pas dire que tu pars en croisade, ça veut simplement dire que tu joues ton rôle à un moment donné de lever la main et de remettre en question le système et de dire ok, est-ce qu'on est sûr qu'on fait le meilleur choix là? Est-ce qu'on peut pas faire les choses autrement? Et tu vois, ça me fait penser à une autre chose mais qui rejoint de très près ça. C'est un podcast que j'écoutais justement sur le domaine de l'entrepreneuriat. Tu sais que j'adore ce domaine-là, c'est un truc qui me passionne, l'entrepreneuriat. Et il y a un élément qui a été amené dans ce podcast que j'ai trouvé tout à fait pertinent, et c'est de dire ce qui est important, c'est de toujours garder cette capacité à remettre en question ce qu'on fait déjà, et de pas hésiter à se dire
mais pourquoi est-ce que je le fais comme je le fais? Est-ce qu'il y aurait un autre moyen? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ça c'est vraiment nécessaire? Est-ce que ça il faut le faire? Et si toi qui nous écoutes, tu travailles ou tu as travaillé dans des grandes structures, dans des grandes entreprises, qui sont tout plein de process, de normes ISO, de machins, de trucs de bidule, eh ben je suis à peu près sûr, à 99,9%, que tu t'es fait cette réflexion un jour et de te dire, mais finalement, pourquoi on fait ça comme ça? C'est complètement débile, on pourrait faire ça différemment. Et que, y a personne qui dit rien, parce qu'on l'a toujours fait comme ça, alors on continue de le faire comme ça. Et ça, c'est la mort d'un système. À un moment donné, le système, il va s'effondrer sur lui-même, parce qu'en fait, il va venir juste se surcomplexifier. Il va venir de plus en plus complexe jusqu'à devenir tellement simpliste qu'il va aller droit dans des généralisations, droit dans des systèmes qui tiendront plus compte de toutes les nuances qui peuvent exister. Donc c'est un petit peu ce qu'on voit aussi à travers le monde en ce moment. En fait, c'est le signe que c'est en train de collapser complètement. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu ne remets jamais en question, si tu te poses jamais la question de pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on cherche à faire avec ça? On nous dit de le faire, mais c'est quoi le but? C'est quoi l'intérêt? Et ces questions-là sont pas du tout confortables, mais c'est un moyen aussi de ne pas laisser le diable s'installer dans des petits espaces, dans des petits interstices auxquels tu ne penses pas. Tu sais, il y a cette expression judéo-chrétienne qui dit que le diable se cache dans les détails. Et le truc, c'est justement de te questionner sur pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Qu'est-ce qui fait qu'on donne de la valeur à cette manière de procéder et qu'on la remet pas en question? Beaucoup de gens vont te dire, ouais, mais c'est du détail, regarde, ça roule, ça tourne, ça fait des années qu'on fait ça, on va continuer. C'est justement là que le diable il se cache. Et c'est justement probablement là que tu es en train de signer ton arrêt de mort métaphorique, justement, de ta compagnie, de ton couple, de ta famille, de tes enfants, de ton organisation, de tout ce que tu veux. C'est ce fameux truc que tu ne remets pas en question qui va probablement te coûter très très cher pour la suite. Moi, je connais une autre citation, justement, tu parlais du diable qui se cachait dans les détails, c'est ça? C'est le diable s'habille en Prada, mais je pense que ça veut rien dire. Quelque part, si, ça veut dire quelque chose, parce que il se déguise, parce que il est, tu sais, il est très vendeur, il est beau d'apparence, il est beau d'extérieur, il vend du rêve de l'extérieur. Et je pense qu'il y a suffisamment de choses qu'on peut voir dans le monde aujourd'hui où ça vend du rêve de l'extérieur, mais alors par contre derrière, ce que ça te coûte, fait ça s'applique. Tu vois, c'est le nom d'un livre et ensuite ça a été le nom d'un film, mais ça peut complètement s'appliquer aussi. J'avoue. Donc voilà, l'idée de mettre ça. D'ailleurs, Julien, ça me fait penser à quelque chose qui fait partie de mon éducation et aussi de ma culture, même plus que ça, puisque ça découle directement aussi de ma religion, parce que bon, je me cache pas, je suis musulman. Et il y a une parole qui m'a accompagné très longtemps, qui vient justement du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soit sur lui, qui dit « Celui d'entre vous qui voit un mal, qui le change par sa main. S'il ne peut pas, alors par la langue. S'il ne peut pas, alors dans son cœur. » Et c'est là le degré le plus faible de la foi. En fait, la main, c'est le fait de poser des actes. D'accord ? Ouais. C'est d'intervenir, de poser une action concrète, de s'opposer physiquement si nécessaire. D'accord ? Donc ça, c'est un des degrés. D'accord ? Si tu peux, tu poses une action. D'accord ? Si tu ne peux pas, ça peut être la parole. De dénoncer, de dire non, d'alerter, de conseiller, de témoigner, de questionner si besoin pour justement essayer de faire en sorte que cette injustice, elle ne perdure pas dans le temps. Et puis, le dernier des niveaux, ça peut être un niveau ici qui peut être appliqué dans le cas où ça peut être pire que mieux d'agir, c'est de le désapprouver intérieurement, par le cœur, d'accord ? Ça veut dire que au moins de ne pas le cautionner, au moins de ne pas justifier cette injustice que tu viens de voir. Tout à l'heure, on a donné cet exemple de peut-être que s'il l'a vécu, c'est de sa faute, peut-être qu'il l'a cherché. Ça, c'est des justifications, d'accord ? Non, au moins, au minimum, ce que tu peux faire, c'est de le désapprouver intérieurement, de dire je suis pas d'accord avec ce qui s'est passé. Là, j'ai peut-être pas la possibilité d'agir,
mais je ne l'accepte pas. Au moins, ça te permet à toi de ne pas accepter que cette injustice s'installe dans ton cœur et que demain, tu vas être capable d'accepter encore pire. Donc, l'objectif, en fait, au travers de ces 3 actions, de ces 3 possibilités, la main, la parole ou le cœur, c'est au moins de rester aligné avec ses valeurs et de rester aligné avec la vérité. Si ça peut se faire extérieurement, c'est parfait. Si ça peut pas, bah, au moins intérieurement, tu restes aligné. Juste de savoir qu'il y a des niveaux, en fait, par rapport à justement d'action par rapport à l'injustice, et que c'est pas forcément d'aller au combat, c'est pas forcément de s'engager physiquement ou au travers d'actions ou au travers de ton temps et de ta personne. Ça peut être aussi de le faire différemment en fonction du contexte. Et c'est là aussi où on en appelle à la sagesse de nos auditeurs. Nous, on croit en tout cas que chaque individu prend les meilleures décisions à un moment T, d'accord? Donc toi qui nous écoutes, t'es face à une situation où tu ne peux pas agir d'une certaine manière, bah au pire, ou en tout cas le niveau le plus bas, c'est non, je ne l'accepte pas. Je vais pas justifier ce que j'ai vu. Ça, c'est vraiment le niveau le plus bas. Fait. Donc moi voilà, moi cette citation-là, elle m'accompagne au quotidien. Et des fois, quand je vais, tu sais, quand j'ai été confronté à la peur et que j'ai pas pu agir de manière concrète, en fait, le truc que j'ai fait, c'est au moins de le rejeter et de dire non, en fait, je peux pas accepter ce qui s'est passé et peut-être que la prochaine fois, j'agirai différemment. Tu vois. Ouais, complètement. Ouais. Non, mais c'est un super partage. Merci pour ça, Samir. C'est cool. Ouais, et peut-être que je te poserai une question, Julien, avant qu'on finisse ce podcast. C'est quoi le courage? Le courage, c'est de péter tout en sachant que t'as la diarrhée. Je sais pas pourquoi, mais je savais que t'allais dire ça. Même si je m'attendais. Je sais pas pourquoi je m'attendais à ce que tu voulais que je te réponde ça. C'est pas mal. Ouais, je ne sais pas. C'est peut-être parce que on arrive à la fin de ce podcast et qu'il est tard et que tout un tas de choses. Ouais, mais voilà, c'était la petite blague du jour. Alors j'aimerais quand même moi revenir et faire un petit rappel sur la citation d'Einstein qu'on avait au départ, qui me semble être importante pour clôturer ce podcast. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le regardent sans rien faire. Et ça, c'est, je pense, suffisamment parlant et suffisamment clair, et ça nous fait un bon petit rappel que on est responsable, chacune, à notre niveau, de ce qui se passe à travers le monde. Et c'est notre acceptation et notre tolérance, justement, de ce qui est parfois même intolérable, qui lui donne la possibilité d'exister et de se présenter. Donc voilà, ce qui est dit est dit. D'ailleurs, Julien, si on n'était pas juste des pipelettes et qui aimaient parler, on aurait pu juste dire la citation et finir le podcast. C'est directement. En 30 secondes, c'était fini. Merci, bonsoir. Salut tout le monde. Ça. Prenez soin de vous. Pourquoi on les fait chier, Julien? Oh là là. Je ne sais pas. Alors peut-être, Julien, avant qu'on conclue, le courage aussi, c'est pas l'absence de peur. Ça, c'est important. C'était cette citation-là aussi que je m'attendais à ce que tu dises, mais en fait, le courage n'est pas l'absence de peur, mais c'est le choix de ne pas lui obéir. Voilà. Exactement. C'est ça. Et bien plus inspirant et bien plus importante que ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais, mais quoique, il y a une certaine forme de vérité dans ce que tu dis. Voilà. Certes, je ne sais pas si on peut appeler ça du courage à ce niveau-là. C'est peut-être c'est de la folie ou de la naïveté profonde de croire qu'il va rien se passer et que tout va bien aller. Et que tu sais que tout ira mal, en fait. Juste comme ça, mais vraiment, une petite, un truc petit aparté, ça me rappelle une vidéo où t'as un général qui avait été invité, à la télévision pour répondre à des questions d'une journaliste. Et à un moment, en fait, il lui dit, je suis cuit. Je suis dans la merde. Pourquoi? Parce qu'il s'était chié dessus, justement. Donc, j'imagine qu'il a voulu avoir du courage à ce moment-là, ou peut-être de la folie, et ça a pas marché. Bon. Voilà. Merci Samir pour cette anecdote très imagée. Bon appétit tout le monde. Donc toi qui nous écoutes, en fait, garde en tête que t'as pas besoin d'être parfait, t'es juste humaine, c'est ok. En fait, t'as le droit de te planter, t'as le droit de te faire avoir par tes propres biais, juste corrige en cours de route, ajuste, choisis tes combats, engage-toi pleinement, parce que de toute façon, si tu t'engages dans rien, tu vas avoir peur de tout. Fait que engage-toi dans quelque chose. Si tu veux pouvoir progresser et avoir une drive plus importante et une motivation, un engagement plus important dans tous les autres domaines de ta vie, engage-toi dans quelque chose, va au bout et
mets-toi dans le camp des forces du bien parce que on en a besoin. On en aura toujours besoin et peut-être que particulièrement en ce moment, on en a encore plus besoin, justement. Vraiment. Donc voilà, comme d'habitude, on va t'inviter à liker, commenter, partager, t'abonner si c'est pas déjà fait. N'oublie pas que c'est ton écoute, ton temps et tes commentaires et tes partages qui soutiennent ce podcast qu'on offre maintenant depuis... ça fait 5 ans, Samir, je pense 4-5 ans qu'on fait le podcast. Ouais, 4-5 Facile, ans, hein. Ouais, ça commence à faire. Donc, même plus que ça d'ailleurs, j'ai envie de te dire. Non, au moins 5 ans. Fin 2020, je te dirais. Fin 2020. Fin 2020, Donc on est début bientôt à 2021. 5 années on est bientôt à 5 années de podcast. Fait que voilà, on compte sur toi pour liker, commenter, partager, faire gagner de la visibilité, augmenter le nombre d'écoutes. Il n'y a pas de rémunération sur ce podcast. Ouais. Peut-être qu'un jour on pourra monétiser ce podcast et si on y arrive, ça sera grâce justement à toi, à ton temps d'écoute et à tes partages. Mais aujourd'hui, voilà, c'est vraiment cadeau, c'est bonus, c'est du partage qu'on donne comme d'habitude avec Samir. On essaie d'être les plus généreux possible pour apporter un maximum de choses. Et puis, partager aussi. C'est une tribune pour qu'on puisse partager notre vision des choses, notre mission, ce qu'on a envie d'accomplir, la différence qu'on veut faire dans le monde. Et ça, on peut pas le faire sans toi qui nous écoutes. Donc, un gros merci pour ton temps. Un gros merci pour tes partages, pour tes commentaires, pour ton abonnement, pour tout ce que tu fais et ce que tu feras et ce que tu ne fais pas encore. Bref, merci. Ouais, et puis si t'as envie demain, tu sais, de faire du porte-à-porte le samedi pour aller présenter notre podcast aux gens et devenir un témoin de la systémique du bonheur, tu fais ce que tu veux, d'accord? Nous, ça ne nous regarde pas. On te demande pas de le faire. On ne sera pas responsable de ce genre de démarche. Hein, ça ne nous appartient pas. Ça serait drôle. T'imagines qu'un Du jour, j'ai connu la prosélytisme systémique du bonheur parce qu'il y a un mec qui a toqué à ma porte. Le truc de fou. Ouais, vraiment. Donc moi, je vais t'inviter en tout cas à croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. N'oublie pas non plus à quel point t'es magique et que t'as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la prochaine.